Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour Anne Tardivon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au micro de Trajectoire au rayon X. Anne Tardivon, vous êtes radiologue spécialisée en scénologie et vous travaillez à l'Institut Curie Paris depuis 2022. L'Institut Curie, c'est le premier centre de lutte contre le cancer en France, qui associe un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe, qui prend en charge de nombreuses patientes, notamment atteintes de cancer du sein. Vous êtes très investie dans la recherche, mais aussi l'enseignement, la formation. Vous avez notamment été présidente de la Société française d'imagerie de la femme, et vous allez recevoir cette année la médaille de la Société européenne de scénologie. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter votre carrière riche au service des femmes atteintes de cancer du sein. Alors commençons par le début. Pouvez-vous nous raconter dans quel environnement vous avez grandi et est-ce que vous venez d'une famille de médecins ou pas du tout ? Alors pour commencer, non, je ne viens pas du tout d'une famille de médecins. Et quant à l'histoire familiale, je dirais que je vais partir de mes grands-parents qui étaient des fermiers du centre de la France. On est dans les années 1920-1930. Et ce qu'on appelait les petits fermiers, c'est-à-dire qu'en gros, ils vivaient en autarcie quasi complète. Ils vendaient un peu de lait, un peu de beurre, des œufs, des petits cochons. Et ils avaient juste leur certificat d'études. Et donc... je connais mieux mes grands-parents maternels. L'objectif pour eux était d'avoir des enfants, mais pas trop, pour pouvoir leur offrir et leur payer des études. Et donc, les études avaient quelque chose de très important pour eux. Et quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, j'avais déjà un livre, si j'avais bien travaillé. C'était des albums de Bécassine. Donc, je ne travaillais pas à cause de Bécassine, mais... Et mon grand-père me disait toujours « Tu as beaucoup de chance d'aller aux écoles ». Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très marquant, parce que finalement, ça reste. Et donc, mes parents ont été les premiers à faire des études supérieures. Donc, ils sont montés à Paris, comme on dit. Et mon père était ingénieur agronome et maman avait fait ce qu'on appelait, ça s'appelait HEC jeune fille. Ça donnait des niveaux d'études comme secrétariat de direction, des choses comme ça. Donc, les études, finalement... Et le fait d'aller à l'école était quelque chose de naturel. En plus, faut pas oublier qu'on est juste après la guerre, donc c'est 30 glorieuses, bien laïque, bien républicain. Donc c'était finalement normal de travailler. Et on y allait avec plaisir. D'accord. Et alors les études scientifiques, de médecine, ça s'est dessiné dès le lycée ? Comment ça s'est joué ? Alors les études de médecine, c'était un peu comme pour beaucoup, je pense, d'entre nous, pas complètement par hasard, mais c'était des études, j'étais dans des classes scientifiques. J'étais en C, section C à l'époque. Je suis la dernière d'une fratrie, j'avais déjà un frère qui était en médecine. Donc ça se présentait pas mal, c'était long. On devait trouver à l'arrivée, a priori, quelque chose qui nous intéresserait. Et donc voilà. J'avais des parents donc qui gonflaient les pneus, comme je dis, c'est-à-dire qu'ils mettaient pas trop de pression, mais ils croyaient en nous. Donc il y a aucune raison qu'on n'y arrive pas sous couvert de travailler, toujours la notion de bien travailler. Et puis par contre, j'avais mine de rien la pression de mes frères. Je suis très décalée, donc mes frères sont plus âgés. Et ils ont tous fait des études supérieures également. Et là, j'avais inconsciemment la pression parce que j'étais, la seule fille, et deux, il n'y avait pas de raison que je fasse moins bien qu'eux. Voilà. D'accord. Vous étiez bonne élève ? Mine de rien. Au lycée, vous étiez bonne élève ? Oui, j'ai toujours été une bonne élève. D'accord, voilà, donc ça a fonctionné la médecine ? Ça a fonctionné, je savais travailler, enfin, ouais. Bon, j'ai pas de recette, c'était comme ça. Et alors le choix de la radiologie, parce que donc vous commencez les études de médecine, vous faites j'imagine l'externat, le concours de l'internat, et puis alors comment vous avez choisi finalement la radiologie, à quoi ça ressemblait à cette époque-là, comment vous avez choisi ? Alors j'ai choisi finalement assez naturellement, ça s'est fait je dirais facilement, c'est-à-dire quand j'ai commencé médecine, je ne savais pas que j'allais être radiologue. Ensuite, j'avais une appétence pour l'image.
Et comme je dis, j'ai fait ma crise adolescente, non pas à la puberté, mais en 2e, 3e année de médecine, je m'étais inscrite au cours Louis Lumière par correspondance. Ça a été un échec total, bien sûr. Je rappelle que l'école Louis Lumière est une école de cinéma très connue. Et je crois me souvenir que j'avais eu un stage d'externe en radio. Et là, ça a été le coup de foudre. Et donc, en fait, je n'ai passé l'internat que pour faire de la radiologie. C'était même pas je vais essayer telle spécialité. Et pire que ça, dans mon esprit rebelle de l'époque, il était hors de question que je fasse l'internat. Je voulais passer par le certificat d'études spécialisées qui existait encore, les CES qu'on appelait. Et en fait, je suis la première génération, il a fallu passer l'internat pour faire une spécialité. Donc, résignée, parce que c'était vraiment ça à l'époque, résignée, j'ai passé l'internat. Toujours un peu rebelle, c'est-à-dire pas de conférences. C'était hors de question que je paye des conférences pour le concours de l'internat. Donc j'ai bossé avec un copain 9 mois comme une grossesse en faisant que ça. Et voilà comment j'ai passé l'internat pour être finalement radiologue. Mais alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans la radiologie? C'était l'aspect image, l'aspect technologie? Ouais, l'aspect image. Mine de rien à l'époque, je pense pas trop près du patient qui, quand on est jeune, fait toujours un peu peur. C'était très varié en fait, puisqu'on faisait de tout. Et moi, j'étais une génération finalement. Il y avait l'échographie à mon époque. Il y avait c'était le début du scanner. Il y avait les premiers scanners qui mettaient un temps fou à reconstruire des coupes. Quand on voit les coupes de l'encéphale de l'époque, c'était affreux. Et en fait, je suis arrivée aussi à un moment où l'imagerie avait des découvertes technologiques très intéressantes. Donc ça bougeait. C'était une spécialité qui bougeait. Les débuts de l'IRM à ce moment-là? IRM, ça a été mon internat. L'internat. Mon internat. Mais voilà, donc en fait, j'ai eu cette vague technologique et la chance d'être jeune à cette époque, parce que je veux dire, il faut quand même absorber tout ça. Donc c'était un moment idéal, je pense, pour l'imagerie. Et alors l'oncologie, la scénologie, ça s'est présenté à vous de quelle façon? Par hasard. D'accord. Comme je dis, le sein m'est tombé dessus. J'avais fait un clinica, donc pendant mon internat, j'en ai fait quasiment pas. Je ne suis pas passée en centre de contrôle cancer. Il faut savoir que c'était une spécialité à l'époque où il y en avait quasiment pas dans le service public. Il y avait 2 professeurs agrégés en France. Yves Grunbach et Jean-Louis Lamarck, c'était tout. C'était une spécialité considérée pour nulle. Parce que oui, c'était voilà. Et donc elle était très peu enseignée, enfin c'est pas enseignée mais pratiquée dans le service public. Et donc après c'était le secteur privé et les centres de cancer. C'était quasiment tout. Donc j'en ai très peu fait. Et puis j'ai fait un clinica en pneumo, maladie thromboembolique à Béclair. Et en fait, les circonstances ont fait qu'avec mon stage à Bicêtre, j'ai suivi, j'ai eu une entrée finalement à Gustave Roussy, centre de contrôle cancer. Donc j'y suis allée, j'ai continué à faire du thorax, des choses comme ça. Et puis au départ d'un collègue, on m'a dit, écoute, tu vas faire de la scénologie. Bon, j'en faisais un peu. Et je me suis dit, écoute, on va s'adapter. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis de sein m'est tombé sur la tête. Et après, la transhumance, on va dire Gustave Roussy, Curie, s'est faite naturellement au bout de 10 ans. J'étais un peu au bout du système de Gustave Roussy. J'étais passée en fait à Curie, mon dernier stage d'interne. Et donc, je suis revenue à Curie et j'étais déjà entre guillemets spécialisée à cette époque-là, quoi. Mais ça s'est fait en fait vraiment par hasard. D'accord, par hasard. Et la scénologie, donc là on est dans les années 90. Comment c'était à l'époque? Il y avait la mammo, l'écho, j'imagine les prélèvements aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'était dans les années 90 cette spécialité? Alors on en était encore au film argentique, pour ceux qui se rappellent. L'échographie commençait à être pas mal du tout avec des progrès techniques, enfin ça avançait. Les prélèvements c'était encore assez rudimentaire, donc moi j'ai eu la vague, c'était quand même après mon clinica,
Donc effectivement, on est en 95, les premières macrobiopsies, l'étape dédiée de macrobiopsie, et puis l'IRM qui arrivait. C'est-à-dire que l'IRM, au début, ça a été surtout la neuro, etc. Mais on s'est intéressé au sein, et donc là aussi, il y a eu une énorme vague où on a surfé dessus, entre guillemets, en sein. Il se passait plein de choses. Les prélèvements qui s'amélioraient, on faisait plus de corrélations radio-histologiques. Ça, c'était très in de faire ça. L'IRM, et donc ça a été une grande vague. Et puis comme en fait il y avait personne qui enseignait ou qui s'intéressait, moi j'ai eu un boulevard en fait finalement. On me demandait de faire un cours. À partir du moment où ça fonctionnait, on savait que j'étais volontaire pour. Donc en fait, ça a été la porte grande ouverte pour faire des tas de choses et des tas de cours. Alors justement, sur l'enseignement, on sait que vous êtes quelqu'un de vraiment passionné par la transmission. Enfin, en tout cas, ça se ressent énormément dans vos cours. Vous avez écrit un livre qui est super. Est-ce que c'est un facteur important de votre épanouissement professionnel, cet aspect-là de la transmission avec les internes? C'est quelque chose qui vous motive particulièrement? Alors oui, c'est motivant et c'est normal. Alors je vais peut-être paraître... moi je trouve... on apprend toujours de quelqu'un et pour transmettre à quelqu'un. Donc croire que on a les cours maintenant... on a une foule d'informations, on tape sur son ordinateur, cancer du sein, enfin, il y a voilà... on apprend comme ça, c'est pas qu'on n'apprend pas, mais le côté finalement apprentissage, on a tous été marqués par des maîtres entre guillemets, alors que ce soit dès l'école primaire, le lycée, après toute notre vie finalement, notre vie personnelle et professionnelle, c'est des rencontres. Donc rencontrer l'ordinateur c'est pas mal, mais donc transmettre oui c'est notre mission. Moi je considère en plus qu'on a des métiers où finalement nos études sont quasiment payées par la société, il faut bien dire ce qui est. Moi ça me paraît logique et très important de rendre ce qu'on m'a donné quelque part. Voilà, donc après on a plus ou moins d'appétence à le faire, mais c'est très gratifiant, oui. Ouais. Et la recherche, alors quand vous êtes arrivé à Curie en 2002, vous aviez déjà dans l'idée de faire de la recherche en plus de votre activité clinique, ou ça s'est fait au fur et à mesure avec des rencontres avec les cliniciens, etc. Comment ça s'est fait pour vous Alors ça s'est fait, alors on baigne dedans, parce que comme vous l'avez dit... on a la section recherche, déjà Gustave Roussy, c'était un peu ça, et puis il y a une espèce d'émulation pour publier, pour de faire des sujets de thèse, des choses comme ça. J'étais pas trop recherche, c'est-à-dire que si vous me dites votre carrière c'est la recherche et l'enseignement, non, je dirais c'est plutôt l'enseignement et la recherche. J'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un DEA, un master, parce que voulant rester à l'hôpital, je savais que c'était le service minimum. J'ai un côté service minimum en fait, je me rends compte. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai ça pour avoir un poste par exemple de praticien hospitalier. Donc j'ai pas fait le master contrainte et forcée, mais j'aurais pu m'en passer, je m'en serais passé quoi quand même à l'époque. Je l'ai fait avec Jacques Bitoun d'ailleurs. Et donc la recherche, j'étais dans un milieu qui baignait là-dedans. Donc effectivement, l'émulation, vous aviez toujours un clinicien qui vous disait tu pourrais revoir telle série, ça donnait des idées. En fait, c'est ça donne des idées. Et donc j'ai fait de la recherche, c'est plutôt quand même de la recherche d'application clinique. J'avais pas de grand background en statistiques, en choses comme ça. J'ai pas fait de thèse de science, on m'a pas proposé, mais j'avais pas de velléité de. Donc voilà. Donc la chance pour moi, ça a été d'être dans ces milieux-là en fait, d'être dans un centre de lutte. Mais ça aurait pu être un grand service de la PHP. Voilà. Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé. Dans les centres de lutte contre le cancer, la relation médecin-patient, elle peut être très forte, puisque c'est des patients qui vont faire tout leur parcours de soins, du début de leur maladie jusqu'à
jusqu'à la guérison ou parfois jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les histoires difficiles? Comment vous vivez cette interface avec le patient atteint de cancer? Alors ça peut rester compliqué parce que on a notre vie personnelle aussi, donc on est plus ou moins, je dirais, en forme ou reposé pour affronter des situations en plus potentiellement inattendues, parce que nous en radiologie on voit les gens, on les connaît pas, on a très peu de temps pour les situer socialement, s'ils sont entourés, pas entourés. Et donc c'est quelque chose, j'imagine, pour un jeune, qui est compliqué et qui est compliqué pour tout le monde. Et finalement, la carrière avançant et l'âge avançant, le plaisir que j'ai, c'est l'échange avec le patient, parce que on a appris, on contrôle. C'est pas qu'on contrôle mieux la situation. Alors déjà, faut pas se mettre à la place des gens. Premier conseil. Qu'on n'a pas forcément quand on est jeune, on a tendance à se mettre à la place des autres, et là c'est catastrophique parce qu'on va porter la misère du monde et c'est pas possible. Il y a des formations, moi j'ai eu quelques formations et c'est important de les faire. Et puis je pense ce qui peut aider beaucoup, c'est être curieux par rapport à la vie des gens, c'est-à-dire que on a un rapport de force, donc c'est entre guillemets ça reste facile pour le médecin même si la situation est compliquée, parce que finalement c'est l'autre qui est malade et vous êtes jusqu'à preuve du contraire bien portant, donc la relation est faussée un petit peu, vous avez le pouvoir. Ça devient moins vrai parce que les patients posent de plus en plus de questions, regardent Internet, donc ça complique. Et puis l'entourage, les associations et tout, dans le bon sens du terme. Et donc, en fait, ce qui peut aider, c'est de faire parler les gens et pas forcément sur leur maladie. La maladie, vous allez leur annoncer. Alors nous, on fait des consultations d'annonce. Donc quand vous annoncez, oui, vous avez un cancer du sein, en général, ils viennent à Curie, ils le savent, mais après vous annoncez, vous avez un cancer agressif, c'est une chimiothérapie, enfin vous balancez le programme. Donc en gros, c'est vous les annihilez, ils n'entendent plus rien et tout. Donc faut être curieux, je trouve. Voilà. Moi, je m'en sors comme ça. Je dis pas que les patients ne me touchent pas, bien sûr. Mais j'essaye de leur donner une espèce de petite bulle pendant la consultation. On n'est pas là que pour annoncer des mauvaises nouvelles, quoi. Et quand même, le cancer du sein se soigne bien. Donc, je n'ai pas cette difficulté des cliniciens qui ont quand même, je sais pas, par exemple, les cancers du pancréas, etc. En gros, c'est pas vous accompagner vers la guérison, vous accompagner vers une fin quasi annoncée. Donc là, je pense que je sais pas comment ils font, en toute honnêteté. D'accord. Et alors, un autre point, la Céno, ça bouge beaucoup. Il y a plein de nouvelles choses qui sont proposées, par exemple des logiciels d'aide au diagnostic qui utilisent l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous voyez d'une façon générale l'avenir de la spécialité, l'évolution de cette spécialité, et puis quelle opinion vous avez de ces nouveautés Très bonne question, Alice, très bonne question. Alors, il faut voir que l'intelligence artificielle, l'aide au diagnostic, etc. a été, alors, c'est dans l'air du temps. Je veux dire, l'intelligence artificielle est là et on vit déjà avec. Et là aussi, pour pallier un manque de radiologues, dans le cadre du dépistage, on n'est pas assez nombreux, la deuxième lecture, etc. Et puis après, ça va beaucoup plus loin, c'est prédire le risque qu'on a de développer un cancer du sein et proposer des stratégies personnalisées. On en parlait juste avant qu'on débute cette interview. Donc des choses qui sont très excitantes. Voilà. Alors oui, ce sera utile. Je pense que ça va marcher. Trier des patients qui n'ont rien, entre guillemets, qui ont des mammographies normales versus se concentrer sur les cas un peu difficiles, très bien. Après, la prédiction du risque, moi je sais pas si j'ai envie de savoir si dans les 5 ans je vais avoir un cancer du sein ou pas.
Donc, il faudra faire très attention à pas être intrusif, hein, c'est-à-dire de respecter le choix de la personne, mine de rien. Et puis, la médecine personnalisée, moi, quand je vois actuellement le taux de participation au dépistage organisé, alors on va me dire, oui, mais il n'y a pas de tomosynthèse, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Enfin, c'est quand même un programme de santé publique où on est à moins de 50%. Quand on nous dit, oui, mais il y a le dépistage individuel, on est à peine 70%, qui est quand même le seuil de pas rentabilité, mais d'efficacité de campagne de dépistage. Moi, la médecine personnalisée pour le cancer du sein, ou du moins la radiologie personnalisée, je vois pas du tout comment on va pouvoir le faire, toucher 5 millions de femmes pauvres et ne proposer ça finalement qu'à des femmes cortiquées qui vivent très bien dans les grandes villes, etc. Donc, faudra faire très attention à ça, et j'ai pas la solution. Mais voilà, pour moi, c'est nécessaire, et attention à comment on va l'employer et comment on va pouvoir le déployer. Expliquer à une femme qu'est-ce que c'est son risque de cancer du sein, mais déjà, il y en a la moitié qui sont, dans les étudiants, études supérieures, qui sont largués. Donc on imagine une femme lambda en train de lui expliquer, mais dans 5 ans votre risque c'est N%, etc. Donc il y a tout un pan qui est oblitéré par l'effet d'annonce, entre guillemets, comme quoi c'est génial, etc. Ce sera très intéressant. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Et pour vous, le challenge principal, c'est surtout de faire que le dépistage fonctionne et une assiette plus large? Oui, déjà. Enfin, je veux dire, avant d'imaginer, si on considère que le cancer du sein est un problème de santé publique, parce que c'est ça aussi, oui, il faut toucher déjà le maximum de personnes et avoir en fait toute une éducation en amont pour que les femmes comprennent pourquoi on se fait dépister, pourquoi on va leur on va leur proposer de prévoir un risque, pourquoi on va ajouter tel examen, etc. Donc, tout le côté finalement éducatif, information et tout, pour l'instant, on n'en parle pas, ou à ma connaissance, à moins que j'ai raté un épisode, mais on ne parle que de la science, ce qui est très bien. Il y a Octobre Rose quand même, des campagnes de communication. Ouais. Mais bon, ce sera pas suffisant à mon avis. C'est bien, parce qu'il faut faire des actions, mais ce sera pas suffisant. Et quant à la phrase géniale que l'IA va faire gagner du temps aux médecins pour qu'ils parlent aux patients, alors là, je pense que c'est tout faux, c'est pas bon du tout. Ils vont continuer à bosser comme des ânes, à avoir le plus de patients, etc. Et je pense pas que ça va améliorer et offrir du temps patient-médecin. Mais ça, c'est mon avis personnel. Pour vous, c'est un argument un peu marketing? Oui. Faux. Alors pour finir, j'avais préparé quelques questions courtes. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une rencontre déterminante dans votre carrière? Alors j'ai droit à une ou à deux? Vous pouvez dire deux. Bon. Alors, comme je suis interviewée surtout sur ma carrière de radiologue en imagerie du sein, la rencontre, ça a été Laszlo Tabar. Alors Laszlo Tabar est un médecin radiologue suédois. Il faut rappeler que la Suède a été un des premiers pays à organiser un dépistage organisé et qui est centralisé, c'est-à-dire que c'est des unités dans le pays où les femmes viennent se faire dépister. C'est un monsieur qui doit pas loin avoir de 80 ans, je pense actuellement, qui continue à enseigner. Et c'est un enseignant hors pair. Et donc moi, j'y suis allée en 1999. Je me souviens, c'était à Montréal, début mai. Il y avait ciel bleu et tout était encore gelé. 3 jours. Et il a fait un show. Mais moi, ça m'a ouvert les yeux, quoi. Allez, je vous dis la Voie lactée, le No Man's Land et tout, vous allez me dire, bah oui, bien sûr, etc. Et moi, c'est la première fois que j'entendais ces mots. 1999, on n'en avait jamais parlé. Il était en triple projection. Et c'était encore les carousels, il n'y avait pas les ordinateurs et tout. Il était en triple projection. Je me souviens, le matin, le petit meuble à roulettes arrivait, et il y avait des carousels qui étaient rangés. Et il avait un appariteur
qui s'occupait des projections, qui avançait de 2 à droite, ça reculait d'un et tout. C'était un big show, voilà. Et donc ça m'a ouvert les yeux. Et pour la petite histoire, je l'ai invité au JFR, je crois que c'est le centenaire ou de la Société française de radio. Et il a fait un topo où il utilisait un ordinateur, parce qu'il s'est bien sûr adapté à la modernité. Il avait son ordinateur qu'on lui a branché et il parlait, il contourait en même temps avec un crayon électronique et ça apparaissait bien sûr sur l'écran. Et il avait un clavier adapté en plus et avec la main gauche, il tapait pour changer les couleurs. Il a fait ça pendant 35 minutes. Donc essayez. J'ai jamais essayé, mais je pense que ce serait affreux. Donc de parler, de contourer et de changer les couleurs en même temps. Voilà, Monsieur Laszlo Tabar. Donc un grand pédagogue. Hors pair. Et alors la deuxième rencontre, vous aviez parlé de... Alors j'ai commencé, comme tu m'avais dit, Kuhn, j'ai commencé là. Je dirais l'initiateur finalement qui m'a mis le pied à l'étrier, qui est Daniel Vanel, qui est pas du tout, enfin qui faisait de la scénologie, mais qui était surtout un très grand monsieur de la radiologie, tumeurs musculaires et ostéo-articulaires, de Gustave Roussy, et c'est lui finalement qui m'a lancé entre guillemets pour commencer à faire des cours. Et c'était très intelligemment fait. On a tendance à dire maintenant à nos jeunes, est-ce que ça te dirait d'aller parler à tel endroit? Non. Tandis que là, on te disait, voilà Anne, on m'a proposé des cours à Madrid. J'ai pas le temps ou je suis pris, j'ai proposé ton nom et donc ils ont accepté. Donc en gros c'était torché. Et vous avez voilà. le fait accompli. Voilà, devant le fait accompli, je ne pouvais que m'en féliciter et dire super. Et après vous demandez comment ça se passe. Et là c'est dans 3 mois, 3 cours, chacun une demi-heure et bien sûr en anglais. Voilà. Et en fait, a posteriori, je me suis dit que Daniel avait dû percevoir que j'avais potentiellement les capacités à enseigner, ou du moins j'étais douée, et que finalement, pour un message pour les jeunes, quand un vieux entre guillemets vous propose ça, c'est que c'est pas pour vous embêter. C'est éventuellement qu'il a compris que vous seriez bon et vous prendrez plaisir à l'exercice. Voilà. Un souvenir particulièrement marquant à nous raconter. Ah oui, alors là, j'ai plus de mal. Si, marquant, parce que ça a été, ça a fait un peu bizarre. Donc, j'étais déjà connue dans le Landerneau français, on va dire, et tous les ans, je faisais des EPU. De toute façon, on était très peu à faire des cours en imagerie du sein. Voilà, c'était le boulevard. Et on me donne je ne sais plus en quelle année c'est, au JFR, on me donne un cours le dimanche, première heure. Donc, je crois que les premiers cours, c'est 8h30, dans un amphi, mais monstrueux. Alors, c'était pas au Palais des Congrès, c'était quand on a été 2-3 années de suite au CNIT. Donc, mais un amphi énorme. Et j'avais un topo dont j'étais très fière, sauf que j'étais un peu en avance par rapport, voilà, comme idée, c'était sur le risque. Calcul du risque, etc. Eh bien, à 8h30 jusqu'à 9h30, parce que je crois que les cours à l'époque faisaient, c'était pas une demi-heure, c'était 50 minutes. Heureusement, ils sont tous restés, je crois qu'on était une dizaine. Donc là, oui, voilà, dur. Et là, eh ben, on se sent petit. J'ai remercié, j'ai dit aux gens, mais venez au premier rang, voilà. J'avais un peu un espèce de fan club avec toujours des radiologues qui venaient, que je connais. Mais bon, là, on se dit que bon, ça peut marcher, ça peut être sympa, versus effectivement de temps en temps. Alors, j'avais pas commencé, hein, c'est pas la salle qui s'est vidée, rien. Voilà, donc ça rend modeste. Si vous pouviez revenir dans le temps et donner un conseil à la jeune Anne Tardivon, quel serait-il ? Bon, écoutez, pas trop de regrets, aucun remords. J'ai pas de regrets. J'aurais pu. Alors, on m'a proposé à une époque d'être professeur. Fallait aller en province. Pas 10 personnes faisaient qu'il fallait. Je devais. Enfin, j'étais coincée à Paris. Pas de regrets. C'était à refaire.
Je ferais peut-être de la biologie cellulaire. Voilà, mais bon. À la place de radio ? À la place de radio. Ah, je trouve ça fascinant. Le fonctionnement de la cellule, c'est voilà. Ça, c'était. J'ai deux autres spécialités que j'aurais bien aimé faire. Biologie cellulaire, ça aurait pu coller. Anatomopathologiste, ça m'aurait beaucoup plu aussi. D'ailleurs, j'ai des appétences. C'est assez proche, en fait. Voilà, j'ai des appétences. Voilà. Mais en clair, voilà, non, ça, tout s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de chance. Un conseil général pour les internes. Tintin, les internes. Gardez le goût des autres. Vraiment, vraiment. Moi, je suis, alors, pas affolée dans l'exercice de mes fonctions, comme on dit avec les internes, les chefs de clinique, mais ce côté, on vit avec quand même le portable, on le pose, on déjeune avec, on traverse la rue, on regarde, on a son casque, les gens ne se regardent plus. On fait tout en Teams. Moi, il y a des gens qui me disent, on est deux, les deux sont dans l'hôpital, on fait un Teams. Ah non, on se voit. Je dis, moi, si vous déplacez pas, moi, je me déplace, ça pose aucun problème. Ça, c'est hyper important parce que ne plus aller à la rencontre de l'autre, être curieux, etc. Quand on a parlé de comment voir les patients, etc. Mais c'est hyper important. On va pas faire du Teams avec un patient. Enfin, si, peut-être, puisqu'on fait des téléconsultations maintenant. Mais voilà, pour moi, c'est pas possible. Et donc ça, je vois déjà qu'il y a une espèce d'appauvrissement du langage, difficulté à exprimer ses émotions, à dire ce qui se passe, et continuer à apprendre à faire ça, à savoir mener une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour moi, ça devient urgentissime, c'est-à-dire que là, on forme les internes, alors on fait de la médecine narrative, etc. S'il faut en passer par là, tant mieux. Mais deuxième message, lisez. C'est lire un livre, c'est moins facile que regarder un film, mais ça vous ouvre l'esprit, on vous décrit des milieux complètement différents du vôtre. Vivre d'autres vies que la sienne. Voilà, mais exactement. Et ça, j'ai peur de cet appauvrissement et qu'on voit, mais c'est terrible. Quels sont vos souhaits alors pour l'avenir ? Alors moi, c'est très simple. 1, on vieillit, restez en bonne santé, et 2, restez curieuse. Voilà. Génial. Je vous propose de terminer sur ces mots. Merci beaucoup Interdivons pour votre temps. Merci Alice. À bientôt. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.